Faut y aller, Cyrine. Blaster. This is Heavyweight champion de la good vibe. C'est DISIZ, Eke et Sering Bike. Vainqueur par KO. À la 6ème reprise, je reviens d'un round où le cynisme et la crise étaient de mise. Les salauds étaient de mèche. De l'arbitre, c'est de la triche, ouais. J'ai foncé tête baissée, je les ai battus en brèche. En vrai, je suis un vrai gars, je l'auto-proclame. Soignez mon cœur et le vôtre, en gros, c'est le programme. Passe dehors est trop grave. Certains ont l'âme trop crade. Tire l'humain vers le bas et l'amour est trop gras. Donc, quand on arrive en ville, on n'a me qu'un tourbus, on a la love mobile. Et l'homme à la pomme prend des taux. J'aimerais un putain de boucan. Salut d'ici, on est avec toi au Air's Kitchen dans le 2e arrondissement de Paris, on est là pour une interview. Donc est-ce que ça va déjà? Très très bien, merci. Tu es un rappeur, donc ça tout le monde est au courant, tu es comédien, tu es réalisateur, tu as réalisé des clips. Tu es un écrivain aussi, un père de famille et il y a peu un étudiant. Donc comment tu fais pour concilier toutes ces vies qui peuvent paraître différentes? Alors, réalisateur c'est un bien grand mot, j'ai juste réalisé 2-3 clips. Par contre, en fait, pour ces différentes activités, ce que je fais pour arriver à les faire, c'est que je les fais pas en même temps. Je fonctionne par séquence. Donc quand j'écrivais mon premier bouquin, je faisais que ça, je faisais pas de musique à côté, je faisais pas de cinéma. Pareil pour les études. Quand j'ai passé mon bac, enfin mon DAU, pendant 6-7 mois, je ne faisais que ça et rien d'autre à côté. Donc c'est comme ça que j'arrive à... Après, il y a toujours une latence entre le moment où je le fais et le moment où c'est exposé. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai sorti mon livre René et tout de suite après mon album, on a l'impression que c'est deux choses qui sont sorties en même temps. Parce qu'il y a eu 2-3 mois d'intervalle entre les deux. Pourtant, il y a eu peut-être 1 an et demi, 2 ans, quand je l'ai fait, d'intervalle entre les deux. En fait, la manière dont ça sort et la manière dont c'est fait, c'est pas pareil. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est que... Excuse-moi, mais tu as quel âge? J'ai eu 36 ans samedi dernier. Joyeux anniversaire en retard. Donc il y a quelques années, tu avais déjà la trentaine donc quand tu as repris des études, donc pourquoi tu les as repris justement? Alors en fait, on va dire que je suis un autodidacte, c'est-à-dire que depuis l'âge de 12-13 ans, je suis assez passionné par la littérature, tout ça, sauf que arrivé au collège, particulièrement en 5e, 4e, j'ai complètement décroché de l'école parce que j'avais tous les stéréotypes du jeune de cité qui est dans une zone urbaine prioritaire et qui grandit dans un milieu défavorisé et je trouvais aucun intérêt à l'école, je m'ennuyais, enfin, et puis surtout j'avais pas quelqu'un autour de moi, un père par exemple, ou un grand frère, ou même voilà, un socle familial bien stable pour me mettre un bon cadre et faire en sorte que non, tu as peut-être envie de t'amuser puisque c'est l'adolescence, mais tu dois quand même rendre des comptes et un minimum travailler à l'école. Ça, j'avais pas ça, donc j'ai pu à peu près faire ce que je voulais. Sauf que devenant moi-même père de famille, arrivé donc à 30 ans, mon fils aîné avait donc 8 ans à l'époque et j'arrêtais pas de lui dire faut travailler à l'école, faut travailler à l'école, faut travailler à l'école. Et je redoutais le jour où il allait me dire mais en fait tu me dis travailler à l'école mais tu as quel diplôme? Donc je me suis dit il faut que je passe mon bac, comme ça moi je serai tranquille jusqu'au bac. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai fait un DAEU, diplôme d'aptitude aux études universitaires, parce que j'avais l'intention après de faire Sciences Po, et donc j'ai fait un DAEU et après j'ai fait on va dire 6 mois de droit. Et j'avais plus du tout de sous, donc il fallait que je retravaille. Et vu que c'est des études chronophages, pour ceux qui font du droit ils savent, ça prend énormément de temps. Et ben, j'ai pas pu continuer, mais je compte bien reprendre aussitôt que possible. En tout cas, on te le souhaite. Nous sommes voilà, une asso étudiante, on est des étudiants. Et en fait, on s'est posé la question de savoir, la vie d'étudiante et la vie d'artiste, elles se ressemblent en un point, qui est la peur de l'échec. Donc comment toi, en tant qu'artiste, tu la gères? C'est une très bonne comparaison. En fait, oui, il y a la peur de l'échec, il y a aussi cette grande part de risque de faire beaucoup d'efforts. Qui dit beaucoup d'efforts dit aussi beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire qu'on est à un âge où, quand on fait des études, où voilà, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, bref, d'être amoureux, tout ça, bref. Et parfois, on doit faire le sacrifice d'aller s'amuser pour étudier, pour rendre un bon devoir, tout ça, avoir une bonne note et à la fin obtenir son diplôme. Pourtant, il n'y a pas d'assurance. Même si il y a quand même plus d'assurance dans les études que dans la vie artistique. C'est-à-dire que
dans les études, moi je crois aux vertus du travail, et je sais que quand on travaille vraiment et qu'on s'organise bien, il y a peu de chances de rater quand même. À moins qu'on perde fil, qu'on perde pied et qu'on panique le jour de l'examen. Mais après, voilà, le risque zéro n'existe pas. Pourtant, en musique, je pense que la part de risque, et dans dans une carrière artistique, la part de risque, elle est vraiment plus grande, dans le sens où, déjà, il y a ce qu'on appelle des gatekeepers, donc des décisionnaires, des leaders d'opinion qui vont décider, selon leur humeur, selon leurs envies et selon leur goût, si tu es un artiste à la mode ou pas, et si tu peux passer sur telle radio ou pas, ou tel endroit, ou tel truc, si je vais faire tel article, tel truc. Après, cette espèce d'équilibre, enfin plutôt cette espèce de rapport de force est en train de changer grâce à Internet, où voilà, en tant qu'artiste, on propose, on met les choses sur Internet et le public aime, apprécie ou n'apprécie pas. Voilà, mais donc c'est pas tout à fait pareil, mais c'est vrai qu'il y a cette grande part de risque et de sacrifice pour un résultat mais je pense que c'est un peu le propre de tout dans la vie. On nous dit qu'en fait que la réussite de nos études est souvent une question de méthode et de discipline de travail. Donc quelle est la méthode de DC's quand tu écris? En fait, quand j'ai écrit mes romans, et c'est la même chose quand je faisais mes dissertes et tout ça, je me mets seul dans une pièce, et puis je prends plein de notes. Bon, je fais mon plan comme tout le monde, voilà. Après, je prends plein de notes, plein de références par rapport à plein de bouquins que j'ai lus dans ma vie. Et puis après, je développe. Mais en tout cas, j'ai besoin d'un espèce de rituel de me retrouver seul. Quand c'est pas possible, quand j'allais par exemple à la bibliothèque, je travaillais en musique. Sauf que je mettais de la musique avec des paroles, donc pas du rap et encore moins des textes en français, parce que ça me perturbait. Donc c'est cliché, mais je mettais de la musique classique ou des musiques de films que j'aime bien, mais ça me permettait de m'isoler en fait. En fait, ça dépend des textes. C'est-à-dire que, en fait, il y a un procédé artistique, en tout cas dans le rap et dans la chanson, particulièrement dans le rap, où les gens se créent un alter ego. Donc c'est Eminem et Slim Shady, Beyoncé, Sasha Fierce, tout ça. Moi, je suis pas là-dedans. C'est-à-dire que, parce que souvent, par exemple, Slim Shady et Sasha Fierce de Beyoncé, c'est leur moyen de pouvoir dire ce qu'ils n'oseraient pas dire dans leur vraie identité à eux. Moi, je me refuse à cette hypocrisie-là. Et quand je joue un personnage, c'est souvent un personnage drôle pour tirer en ridicule certaines choses. Mais c'est pas un moyen de parler de moi à la troisième personne. C'est-à-dire que c'est pas aussi marqué que ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me cacher pour parler de mes mauvais côtés. Après, il y a de la pudeur, mais je me mets pas dans la peau d'un personnage et je tire pas ça en ridicule en fait. Je préfère avoir un rapport authentique et sincère par rapport à ces choses-là, en vue des personnes qui m'écoutent. Une autre question en rapport avec notre vie d'étudiant, nous. En tant qu'étudiant, et jeune d'ailleurs jusqu'à peu près la trentaine, on passe notre vie à idéaliser l'avenir. Et toi, en fait, comment tu vois l'avenir? Que ce soit ton avenir, ou que ce soit l'avenir de la France qui a l'air d'être très triste, par exemple quand on va lire René. Est-ce que pour toi, la France est en train de se diriger vers cette vision des choses que tu as eues dans René? Malheureusement oui, encore les résultats des municipales, autant au niveau du taux d'abstention que les résultats du Front National, me confortent dans l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays, qu'il y a des questions qui ne sont pas véritablement posées, ou c'est un peu trop simpliste comme vision des choses, mais surtout que il y a encore, par rapport à la jeunesse des quartiers populaires, et même des gens dans les campagnes et tout ça et tout, il y a encore une vision très utilitariste de ces personnes-là, et depuis longtemps en fait, et que ça fait le jeu des extrêmes à chaque fois, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Sauf que moi je vois, en tout cas dans mon quartier, dans la jeunesse des quartiers populaires, les gens sont de moins en moins dupes, et surtout de plus en plus désenchantés, et de plus en plus tôt. Et là, il y a toutes les sources d'une colère naissante. On a déjà vu ça en 2005, mais quand on voit que ça n'a pas trop changé après, 2005, ça ressemblait plus à un entraînement qu'autre chose. Et en fait, ce que je dépeins dans René, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu cette espèce de mal-être. Et oui, de jeunesse un peu désenchantée. Et voilà, donc après moi, par rapport à l'avenir, mon avenir personnel,
je pense que c'est ça qui fait que je suis encore en vie artistiquement, c'est que j'ai jamais été carriériste en fait. J'ai jamais fait des choses en me disant bon bah si tu fais ça, ça va t'apporter ci, ça, ça ou ça. Alors ça a son charme parce que je pense que je suscite toujours un intérêt parce que je propose toujours quelque chose de différent mais de manière authentique. Maintenant il y a des désagréments dans le sens où parfois bah, ça marche pas du tout et puis il y a des périodes dures. Mais après il faut relativiser. Quelqu'un qui vit en Afghanistan c'est bien plus dur pour lui que pour moi. Donc voilà, je suis un peu mitigé en fait. Tant que des bonnes questions ne seront pas posées ou que des vrais débats seront mis sur la table, je n'ai pas trop confiance dans quelque chose de très positif pour un avenir proche. Assez pessimiste, mais il y a quand même un espoir que ça s'arrange en fait. Oui, en fait, mais je refuse à dire pessimiste, parce que pour moi, le pessimisme ou l'optimisme, c'est deux états qui manquent de lucidité, en fait. J'ai choisi la lucidité c'est un sujet... Enfin, c'est pas un sujet qui est là pour rien. J'essaie de regarder les choses avec le plus de lucidité possible. Et quand on voit que... je le disais tout à l'heure, il y a cette même vision utilitariste à chaque fois, à chaque élection. Là, c'est les municipales, donc qui on met sur la liste, qui on met en premier, il y a toujours... un arabe utile ou enfin une minorité utile et tout ça et tout, et qu'on met pas des gens au poste clé, et ben à chaque fois c'est pareil en fait, c'est toujours la même chose en fait. Et donc c'est pour ça que par exemple dans René, donc au début du livre, je fais une espèce de rétrospective de tout ce qui s'est passé avant que l'histoire commence. Et donc je mets en place tout le cadre de mon histoire. Et vu que ça se passe en 2017, après une guerre civile, et donc après le fait que un gouvernement d'extrême droite ait pris le pouvoir, et ils mettent en place toute une batterie de lois répressives. Et une des lois, c'est la francisation obligatoire des prénoms. C'est un livre que j'ai écrit il y a au moins 3 ou 4 ans. Et ben dans le programme du Front National, qui a été donc présenté 1 an et demi après, il y a la francisation obligatoire des prénoms. Donc on pourrait dire que je suis devin, que j'ai trouvé... Non, c'est juste que si tu regardes avec lucidité comment ça se passe dans ton présent, tu peux un peu prévoir un peu ce qui va se passer après. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, enfin, sans me comparer à ces personnages, parce que c'est juste extraordinaire ce qu'il a fait. Mais quand George Orwell écrit 1984, bon bah quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, le loft et tout ça et tout, bon, tu te dis bon bah c'est un devin, il est magique, il a ouvert la porte des enfers pour voir l'avenir. Non, c'est juste qu'il a regardé ce qui se passait à son époque, en 40, je crois qu'il a écrit en 46, sorti en 48, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà. Donc on va, là justement, en ayant cette discussion avec toi, on voit que tu accordes une grande importance justement à la jeunesse. On sait que tu donnes des cours de théâtre donc à des jeunes en réinsertion. Ou par exemple tu fais figure de représentant un peu d'officiel des jeunes de banlieue. Représentant, c'est voilà, par exemple quand il y a eu des émeutes en 2005, tu as été sur un des plateaux de télé pour essayer de défendre ce geste et de lui donner la valeur qu'il doit avoir, et non pas juste des faits divers et des jeunes qui sont partis brûler des voitures. Quel regard en fait tu portes sur cette jeunesse de cette époque en fait d'une manière générale, et quel sentiment t'inspire en fait? Alors déjà j'aimerais juste rectifier quelque chose, je suis représentant vraiment de rien du tout et je suis pas représentant de la jeunesse du tout. On m'a mis dans ce rôle et je me suis un peu laissé emporter dans ce rôle il y a de ça, donc ça date de 2005, donc c'était il y a quand même 9 ans. Je porte un regard sur ça aujourd'hui et je pense pas que j'ai un peu servi à rien à cette époque-là et que j'étais beaucoup plus efficace dans mes textes que dans ces interventions télé-là, et c'est pour ça qu'on ne m'y a plus repris après. Dire à dire ça, on ne m'y a plus repris après. Ouais, bon bref. Donc voilà, donc je représente vraiment personne. Maintenant, effectivement, la jeunesse est un sujet qui me touche, qui me parle, de 1 parce que je suis père de famille et donc forcément ça m'intéresse, de 2 parce que je suis encore ancré dans une certaine réalité, je vis encore dans un quartier, je fais des interventions comme tu l'as dit avec des élèves en réinsertion scolaire, mais aussi avec des gens en milieu carcéral, tout ça, donc forcément je suis touché par ça. Mais pour autant je ne m'érige pas du tout en tant que représentant de ci et de ça, et d'ailleurs c'est une illusion de l'esprit, parce qu'il y a... En fait, dire
qu'on peut représenter toutes ces personnes-là, c'est accepter le fait que on soit tous pareils. Et donc c'est accepter le jeu que quand les politiques ou les journalistes nous disent les jeunes de cité sont comme ça, c'est accepter ça. Et en fait c'est pas vrai, il y a autant de disparités dans les quartiers qu'il y en a partout. Mais bon bref, même s'il y a des raisons sociales et des conditions sociales que beaucoup partagent. Donc en fait je sais pas pourquoi je t'ai dit ça parce que je me rappelle plus de ta question, mais C'était justement quel est le quoi? C'est l'important en fait, que tu donnes aux jeunes et quel sentiment en fait t'inspire la jeunesse d'aujourd'hui en fait. Oui. Parce que c'est... En fait j'ai énormément de tristesse parce que justement si on regarde enfin moi depuis que je vis à Évry, j'ai pas vu les choses changer dans mon quartier en fait. J'ai pas vu les choses changer, ou plutôt si elles ont changé mais en pire, donc je pense que ça a empiré, et que il y a pas mal de choses qui pourraient être faites, et qui... Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Le fait de voir des mecs avec lesquels j'ai grandi être en bas de la gare, complètement alcoolique et dépressif, c'est quelque chose qui me rend triste, quoi. Et quand je vois que les petits frères, pour aller vite, prennent le même chemin, beaucoup plus tôt encore, et voilà, décrocher de l'école, décrocher de tout, être complètement désenchanté par rapport à plein de choses. Ce que je raconte dans Portée disparue, par exemple, les relations amoureuses, tout ça et tout, sans me faire passer pour un saint. J'étais vraiment un petit con quand j'étais petit avec les filles et tout, mais en tout cas, il y avait moins de facilité, enfin, il y avait plus de responsabilités à prendre. Et là, aujourd'hui, tout est un petit peu plus facilité, quoi. J'ai l'impression que les accès à rater ta vie sont facilités. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup.